Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Hop, voilà, j'ai mis tous les micros de tout le monde. Bonjour Mélanie. Bonjour! Et bienvenue et merci d'avoir accepté de venir. Bah écoute, merci de m'avoir invité déjà. Bah écoute, moi voilà, moi ça me fait plaisir, toi ça te fait plaisir, tout le monde est content, c'est absolument merveilleux. Bah dès qu'on peut parler de livres, d'écriture, de tout ça, moi je suis toujours contente, hein, donc Mais pas de souci. j'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde, hein. J'ai l'impression que globalement, les auteurs, quand tu leur demandes de parler d'écriture, ils sont contents. C'est, c'est la réponse que j'ai eue très très souvent, quoi. Voilà. Parler d'écriture, oh oui, cool, voilà. Ouais, là ça va, ça va. Bah tu vois, c'est ça qu'on adore quand on est par exemple en salon, on se retrouve entre nous et on fait ouais, youpi! Ouais, c'est vrai. Et on discute de plein de trucs d'écriture, on On, n'arrête pas. on est des grands papoteurs. On est des grands papoteurs. Mm. Et du coup, voilà. Alors, bon, cette aventure de l'écriture, elle a commencé quand même depuis un moment pour toi. Est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu et dire quel genre de truc t'écris? Alors moi j'écris surtout on va dire du young adulte, donc du roman pour ados et grands ados. En sachant que voilà, il y a eu beaucoup de fantastique, mais pas que dans l'histoire. Mon dernier, c'est un historique. J'ai fait aussi une petite comédie romantique, voilà. Mais plutôt avec des personnages plus jeunes que moi, en général. D'accord. Est-ce que il y a une raison à ça? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu aimes lire ou c'est juste quelque chose que tu aimes écrire en fait Alors, j'en lis énormément. C'est-à-dire que, ouais, c'est certainement le genre de livre que je lis le plus. Après, c'est parce que je crois que dans ma tête, j'ai pas beaucoup vieilli non plus. Et voilà. Et puis ouais, c'est un âge où tout est encore possible. On n'est pas blasé par le quotidien. On a encore toute sa vie à construire et tout. Donc ça permet de raconter plein de choses et de vivre plein de choses. Et ça, j'adore. Et d'avoir un peu plus de positive attitude alors? Ouais, même si on sait qu'on est ado, c'est pas toujours la joie non plus. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ouverture possible dans l'esprit des gens quand on est ado que quand on a 40 ans, où on a l'impression de se dire ouais, bon, c'est bon quoi. Là, faut que je paye mes factures et on n'a pas les mêmes préoccupations, tout à fait. Pendant un instant, je me suis dit, ouais, elle va dire, ouais, de toute façon, quand on a 40 ans, maintenant, voilà, enfin, à 40 ans, c'est des vieux cons, donc voilà. Non, 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 Et non. j'espère, hein, parce que moi, j'ai 40 ans D'ailleurs, j'aime passés. beaucoup quand je vois un article de journal où on dit et alors une jeune femme de 40 ans, je fais ouais. Ouais. Ben, c'est pour ça que moi, j'aime l'expression jeune auteur. Tu vois? Ouais, alors ça c'est très très variable ça, jeune auteur. J'ai jamais compris à quoi ça faisait allusion en fait. Mais si c'est quelqu'un qui fait ses premiers romans, c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans, si on sait pas trop. C'est, Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui débute dans le milieu de l'édition. Un jeune auteur, hmm, ça va être quelqu'un qui va être au début de sa carrière littéraire, quoi. Tout simplement, en fait. Du coup, c'est super parce que tu peux être jeune auteur et avoir 50 balais, quoi. bah Ou carrément, plus, ou bien plus, tu carrément. vois. Tu peux être jeune auteur à 90 ans. Et ça, je trouve ça C'est ça. extraordinaire. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Bon, donc, du coup, de Bah, la ça jeunesse. motive un peu parce que c'est vrai Ouais. que j'ai loupé le coche de quand j'étais ado, je voulais être une des plus jeunes auteurs publiées. Tu vois, c'était un peu mon objectif. Ouais, je vais être publiée avant mes 16 ans. Enfin, bon, des trucs un peu fous, quoi. Euh, c'est pas fait. Et donc, ouais, on peut être jeune auteur quel que soit l'âge et ça, c'est sympa. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça très positif. Donc, du coup, euh, j'ai envie de dire que il y a ce dénominateur commun à ce que tu écris, même si tu as écrit dans plusieurs genres très différents. Et du coup, quand tu commences un projet, c'est la question que je pose un peu à tout le monde, hein, quand tu commences un projet, tu commences par quoi? Quel est ton point de départ? Ça peut être assez variable. Souvent, c'est une scène qui me vient en tête au départ, qui va lancer le projet, et puis je vais commencer à construire les personnages et à les sentir. C'est-à-dire, je vois les personnages dans une situation, et je vais me dire, ah oui, tiens, mais qui sont ces personnes? Pourquoi ils sont en train de faire ça? Et après, voilà, ça se développe autour de ça.
mais c'est vraiment, ouais, ça part d'une image avec des gens en train de faire quelque chose. C'est un peu, ça fait un peu genre vision, mais Et, et du coup, euh, après quand tu as eu cette vision, est-ce que tu vas chercher à construire, enfin à commencer l'histoire à partir de cette vision, ou à essayer de comprendre quel est le début de l'histoire et écrire l'histoire depuis le début? alors, c'est un peu un double travail, c'est-à-dire que souvent l'histoire va plus ou moins partir de cette image, plus ou moins, parce que je fais beaucoup de début, ce qu'on appelle immédiat res, donc je vais pas commencer à raconter tout le début avant. Mais dans mes notes, dans mes recherches de travail, à partir de ce moment-là, je vais beaucoup réfléchir à tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qui les a amenés là, et qui va se retrouver disséminé petit à petit dans l'histoire, hein. Donc je fais énormément de notes et de réflexions et de pistes de recherche, dont j'utilise à peu près 2%. Mais, Oui, mais voilà, oui, c'est... je vais pas commencer à raconter tout leur passif avant d'arriver à cette scène-là, quoi. oui, non, mais ce que je Je veux mets dire, c'est les que lecteurs dans la même... à partir du moment où tu as choisi ton point de départ à l'histoire, je me dis que ton point de départ de l'histoire, c'est pas forcément cette scène que tu as eue en tête. Non, ça peut... oui, cette scène peut arriver un petit peu plus tard dans l'histoire, oui. Oui, Oui, oui. Mais en général, elle est plutôt vers le début quand même. d'accord. Parce que c'est elle qui m'a fait connaître les personnages, donc elle est relativement au début. C'est pas une scène finale en général qui me... Parce que j'écris qu'on appelle de manière un peu jardinière, c'est-à-dire que je fais pas de scénario à l'avance, donc je sais pas exactement ce qui va se passer dans l'histoire. Donc la scène, elle est plutôt au début, vu qu'elle elle est très très précise, hein. D'accord, donc tu improvises beaucoup. J'improvise beaucoup. Après, voilà, je sais à peu près quelles étapes ils vont traverser, je sais à peu près comment ça va finir, mais il y a beaucoup de surprises en cours de route. Et parfois même à D'accord. la fin. D'accord. Alors du coup, comment ça se passe? Parce que depuis quelque temps, tu travailles avec un éditeur, donc Milan en l'occurrence. Euh, Mhm. Comment ça se passe quand on est un auteur jardinier et qu'on travaille avec un éditeur? Parce que l'éditeur, avant de signer un projet, il veut savoir ce qu'il y a dedans. Donc comment on fait? Alors moi, j'ai toujours vendu des projets terminés. J'ai jamais vendu de projet. D'accord. Donc voilà. Donc déjà, ça aide. Ceci explique cela. Euh, donc je propose l'auteur, non, c'est moi l'auteur. Je propose le texte à l'éditeur quand il est terminé. C'est-à-dire quand j'ai vraiment finalisé, que j'ai fait mes premières lectures, qu'il est passé même en bêta lecture de mon côté. Enfin voilà, je propose déjà un produit fini. Parce qu'en étant passé par l'auto-édition avant, j'ai cette habitude de dire voilà, je finalise un produit avant de l'envoyer à la lecture de quelqu'un d'autre. D'accord. Oui, après, t'as raison, c'est plus sage comme ça, hein. Une fois qu'on a un produit fini, il y a moins de risques derrière de pas arriver au bout ou que ça se passe pas comme prévu ou quoi. Puisque le truc est fini, c'est fait. Bon ben voilà, c'est une sécurité. C'est une sécurité, en même temps, ça veut dire que tu travailles aussi plusieurs mois sur un projet dont tu sais pas si un éditeur en aura envie après. Oui, Mais je sais aussi que j'ai l'auto-édition si... Enfin, là, c'est récent que je travaille avec des éditeurs, donc je sais que je peux toujours le proposer en auto-édition si mon éditeur me dit ouais, non, bof. Donc, euh, oui, donc je donc sais que le projet d'une manière ou d'une autre aura une vie. oui, oui, voilà, oui. Je pense on écrit à peu près dans la même optique, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir une idée d'un truc qui te plaît, que tu as envie d'écrire, puis tu vas Mhm. l'écrire, et puis après, une fois que tu l'as écrit, tu te dis, bon, ben, est-ce que mon éditeur en veut? Oui, non. Mais toi, de toute façon, tu as écrit avec en tête de le sortir, que ce soit chez ton éditeur ou pas. C'est ça, tout à fait. T'as tout compris. Voilà. Non, mais ouais, non, en fait, je fais pareil. En fait, je fais relativement pareil. C'est-à-dire que je vais écrire une histoire, et parce qu'elle me plaît à moi, que j'ai envie de la faire, et que il y a toujours une petite communauté de gens un peu foufous comme moi qui vont avoir envie de lire cette histoire aussi. Et je me dis, bon ben voilà, moi ça me va quoi. Mais c'est ça. De toute manière, il faut y prendre du plaisir, hein. Si ça devient, enfin,
Je crois que j'aurais du mal à écrire que des histoires de commandes ou des choses comme ça aussi. Enfin, je pense qu'il faut continuer à faire ce qui nous plaît. Et de toute manière, on sait que les gens qui vivent que de l'écriture se comptent sur les doigts d'une main, on va dire. Ouais, de deux maximum, effectivement, ouais. Voilà. Donc si on fait ça pour gagner de l'argent, c'est aussi un objectif. C'est compliqué. Et j'aimerais bien faire des best-sellers et que mes livres soient adaptés en film et en série Netflix. Mais c'est fou parce que je me rends compte qu'on aimerait tous ça. C'est fou, non? C'est un peu fou, voilà. On est tous d'accord là-dessus, en fait. Voilà, donc s'il y a un producteur qui nous écoute aujourd'hui, hein, Oui, voilà, écoutez, bah, on prend un rendez-vous pour signer, il n'y a aucun problème. Mélanie est dispo, je pense. Hein, voilà. ouais, ça va, je vais trouver du temps, je Mardi, pense que c'est toi bien. aussi. Mardi, c'est bien, si vous voulez. Et donc, du coup, la vie d'un, la vie d'un auteur jardinier, enfin, en tout cas, l'écriture d'un livre quand on est jardinier, comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est pas si simple, il suffit pas, enfin, en tout cas, moi, il suffit pas de commencer pour arriver à la fin, c'est pas si évident. Dans toute cette aventure, est-ce qu'il y a des choses qui te sont particulières, je veux dire déjà, est-ce que tu écris dans l'ordre? Alors oui, j'écris dans l'ordre. J'écris dans l'ordre parce que je me laisse vraiment guider, entre guillemets, par l'histoire et par les personnages. Et c'est vrai que les fois où j'ai essayé de partir sur un scénario, de le faire au début, et puis en fait les personnages disent «Ah, t'es une petite comique toi, mais on va pas du tout faire ça en fait». Donc voilà, c'est vraiment eux qui décident. Et, euh, et donc je découvre leur histoire, mais justement quand je parle de série Netflix, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me mets devant mon écran, devant mon clavier d'ordinateur, je me dis tiens, qu'est-ce qui va leur arriver aujourd'hui? Oui. Et donc je découvre l'histoire au fur et à mesure que je l'écris, et même si bon, allez, j'ai un ou deux chapitres d'avance hein, dans ma tête quand même, mais pas beaucoup plus. Mm. Et puis parfois, même ces chapitres d'avance, en fait, ils vont dire bah oui, non, en fait, c'est pas ça qu'on a envie de faire. Oui. Et c'est super enthousiasmant parce que on est surpris. Ça peut être bloquant parfois, mais j'aime bien ce petit côté. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Et ça t'est jamais arrivé d'avoir en tête une scène que tu sais qui est beaucoup plus loin dans l'histoire, mais de te dire cette scène je la vois et il faut que je l'écrive. Alors je l'écris pas. Non, ça m'est arrivé de de prendre une note en disant tiens, plus tard il faut qu'il se passe ça. Tu vois, de me mettre ça dans mon Mm. petit carnet de côté, et puis soit je vais la réutiliser, soit je vais l'oublier, soit c'est à la relecture, je me dis oh mince, j'ai oublié ce truc-là, faut que je le réintègre. Mais je vais jamais écrire de scène vraiment dans le désordre, quoi. Ça, j'arrive pas à faire. Je sais Mm. qu'il y a pas mal d'auteurs qui le font, mais non, je bloque totalement là-dessus. Et alors du Et, coup quand tes personnages t'emmènent quelque part où t'avais vraiment pas du tout prévu et que même limite ça t'emmerde un peu parce que vraiment tu sais pas trop quoi faire avec ça, comment ça se passe? les engueule. Mais parfois, je mets dans des situations où je sais pas du tout comment je vais les en sortir. Euh, Parfois, ça peut m'arriver ouais, de bloquer un petit moment aussi, de dire mais je sais vraiment, vraiment pas, parce que je n'avais pas prévu là, qu'ils se retrouvent là-dedans. Euh, Ça m'est arrivé ouais, sur certains romans, puis au bout d'un petit temps de décantage, je finis par trouver une solution. Ou c'est eux qui la trouvent, bon, je sais pas. Mais sinon, en Oui. général, c'est plutôt intéressant parce qu'ils prennent vraiment vie et corps en fait. Donc, et pour moi, ça devient vraiment des êtres vivants finalement où ils font pas ce qui est attendu d'eux. Hein, donc, Oui, donc un ça peu veut comme des dire enfants, quoi. Hein, oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que bon, ben voilà, quand tu vas être dans cette situation-là, tu vas prendre du recul, tu vas prendre du temps pour réfléchir par rapport à ton histoire et à tes personnages et pour le temps de trouver une solution dans ta tête, quoi. ouais, c'est ça. Parfois, je peux essayer de me dire, est-ce que je vais revenir un peu en arrière pour insérer une solution un peu à la fusil de Tchekhov, tu vois, où on intègre un élément qui pourra leur servir après et qui va réussir à dépatouiller la situation. Mais en général, ouais, je vais laisser décanter, et puis la solution va s'imposer d'elle-même. Je vais dire, mais oui, évidemment. Alors, parfois, ça fait un peu... J'essaie que ça fasse pas trop Deus Ex Machina non plus, enfin, tu vois, genre...
oh, ben le héros tombe du ciel pour les sauver. Mais, Oui. mais ça, c'est le plus difficile dans ce genre de situation. Faut que ça reste quand Mm. même qu'il y ait une certaine cohérence. Et Ouais. ça, c'est quelque chose auquel je tiens, même si je suis jardinière, c'est que tout doit rester lié. Oui. Mais Oui. ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être Ça, plus difficile encore quand on est jardinier parce que comment tu fais tu prends des notes au fur et à mesure de certaines choses importantes ou pour pas les oublier pour plus tard si t'écris, enfin tu vois, pour garder justement cette logique narrative. Alors, je prends pas mal de notes en commentaire ou sur un carnet. Je travaille beaucoup mes manuscrits sur Scrivener. Oui, Et donc, du coup, je me fais plein de petits post-it en fait. Bon, je pense on peut le faire sous Word aussi. Je me fais des post-it à l'intérieur du texte. Je dis, ah, ne pas oublier faire ça, faire ça plus tard au personnage, ou ne pas oublier celui-là que j'ai introduit dedans. Il faut qu'il réalise plus loin. Enfin, voilà. Mais ça, c'est plus en relecture que je vais utiliser ces notes derrière. ouais. Mais oui, c'est des petits points de jalon, quoi, un peu petits poussés où je me mets des guides pour la suite. Ah oui, parce que moi je sais que si enfin, j'ai des trucs importants que je me suis préparé avant. Et je pense que si je le faisais au fur et à mesure, en mode jardinier comme toi, je me dis, il faudrait que je les écrive aussi parce que sinon, après, il y a des trucs. Si je les oubliais, bah, dans mon histoire, ce serait plus logique du tout. Ça fonctionnerait pas, quoi. Ah, Ah, mais oui, mais c'est sûr que parfois il y a des choses. Là, le roman sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, je me suis rendu compte que j'avais mis dans mes notes des personnages que je devais introduire et qui allaient avoir une importance, et qu'en fait, j'en ai pas encore du tout parlé alors que je suis au tiers du roman. Et je me dis, faudra ah. peut-être que je pense à les introduire quand même. Oui. Donc, faudra que je remette ça dans le texte au deuxième jet là, parce que ça va pas le faire sinon. Et, Oui, donc du coup, tu te fais plein de notes, tu te fais plein de notes un peu partout comme ça, et puis tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ton premier jet, avant de tout reprendre, c'est ça? ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que plus ça va, plus je réécris au niveau du deuxième jet. Avant, mon premier jet était presque propre, entre guillemets. T'avais des petits affinages à faire. Maintenant, je me rends compte que plus j'avance, plus je fais des récits plus complexes, peut-être, je sais pas, ou plus je suis distraite aussi, hein, j'en sais rien. Et puis, je vais oublier des choses et je vais donc devoir recréer du lien entre les éléments en retravaillant derrière. Hmm, d'accord. Oui, oui, après, c'est... Enfin, c'est souvent comme ça, mais du coup, sur ce deuxième jet, déjà, avant d'en arriver au deuxième jet, potentiellement, parce que ça m'intrigue beaucoup, j'aime bien savoir, je suis une vieille curieuse, euh, j'imagine que, bon, tous les livres ne se passent pas de la même manière, mais est-ce que tu peux dire à peu près combien de temps tu passes sur un premier jet à peu près, hein, franchement, on n'est pas... Voilà. Euh, Ça va dépendre énormément de la longueur du texte et de sa difficulté. Je vais mettre en moyenne à peu près un an, je vais dire. D'accord. Ok. Je compte à peu près un an pour un roman en moyenne, en sachant que ça peut être, tu vois, Lettre du Kansas qui est sorti cette année, le premier jet, je l'ai fait sur un mois. Ok. Et le roman sur lequel je travaille actuellement, ça fait un an et demi que je suis dessus et j'en suis qu'à un tiers. Donc tu vois, c'est Oui. une grosse moyenne. Effectivement, d'accord. Euh, c'est très, très, très variable. Et Mm. est-ce que le dernier, c'est plus long parce que tu vas essayer de... Enfin, tu te poses plus des questions de narration ou est-ce que c'est le sujet qui est difficile ou à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu mets plus de temps? Alors, déjà, il y a des raisons personnelles. Ça, voilà. Simplement le La vie. niveau. Hashtag la vie. Voilà. Ça prend du temps parfois aussi, la Oh vie là tout là. court, hein. On ne fait pas que écrire. Donc voilà. Quoi? Je sais, on ne vit pas que de littérature et de thé, mais on aimerait bien. Mais Oui. donc voilà, il y a la vie autour qui a été un peu chaotique ces derniers temps. Il y a aussi, oui, c'est peut-être un sujet plus complexe. Je travaillais plus, ouais, l'aspect narratologique aussi dans celui-là que j'ai pu faire dans d'autres. Je crois que le fait aussi d'avoir été édité dans une plus grosse maison d'édition que ce que j'ai pu connaître auparavant. J'ai eu des retours qui étaient parfois plus difficiles que ce que j'ai pu connaître auparavant. Donc ça m'a fait beaucoup de remises en question aussi personnelles. Hmm. Ça, faut le noter aussi, hein. Faut pas lire les critiques en fait, sauf si elles sont positives.
Oh, mais c'est Et pas donc tout ça pareil. m'a... Les Mm. critiques de l'éditeur, c'est quand même pas pareil. Ton éditeur, on sait qu'il est là, enfin, l'éditeur, en toute logique, il est là pour améliorer ton texte. Donc, il est pas là pour te dire des trucs méchants gratuitement. Il est là pour te dire des Mais je parle trucs. même pas de l'éditeur, je parle des critiques des lecteurs, là. Ah, Plus, oulala, oui. Alors, ça, c'est autre mm, chose. voilà. Je crois qu'effectivement, alors, c'est très difficile, ça, comme sujet. Faut-il ou ne faut-il pas lire les critiques? Nous sommes des animaux curieux comme les chats. Mm. On a envie de savoir ce que les gens pensent. Ça, je crois que c'est humain. Mais je crois qu'effectivement, quand on a des retours qui sont pas bons ou moins bons, je crois qu'il faut savoir prendre de la distance. Et c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et parce que je me dis, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour pas aimer ce que tu fais. Tout Ben, le c'est temps. sûr. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est un fait. Et je pense que Euh, l'avantage que t'as en tant qu'autrice éditée, c'est que ben, tu peux faire confiance à ton éditeur et écouter ce que lui te dit. Et ça, Oui, c'est quelque chose qui peut beaucoup rassurer. oui, oui, mais c'est vrai qu'après, quand on est passé par l'auto-édition, c'est beaucoup les commentaires des lecteurs sur Eh lesquels on va oui, s'appuyer. Donc c'est un mixte un peu bizarre et je sais que ça m'a pas mal travaillé et ça m'a un peu trituré dans ma manière d'écrire aussi, quoi. Où je me suis posé des questions sur la manière dont j'écrivais et ce qu'il faut pas faire parce que quand on commence à remettre tout en question, oui, ça peut être bien parce que ça peut aussi aider à s'améliorer, mais il faut aussi savoir ce qu'on fait bien et pas vouloir tout changer, quoi. Enfin, ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, tu vois, on pourrait se dire ah oui, mais après avoir écrit au moins 3 ou 4 livres, on sait comment faire, ça va plus vite, nanana. Bon, bah, je crois que là, on a la preuve que non. Euh, et je trouve ça plutôt. Alors, j'allais dire, je trouve ça plutôt bien, parce que je sais pas pourquoi, mais quelque part, je trouve ça plutôt bien, parce que ça veut dire que, en fait, plus on va avancer, et je crois que ça, c'est quand on est ce que j'appelle un artiste honnête, c'est-à-dire qu'effectivement, on va se poser des questions sur ce qu'on fait et on va être dans le souci de s'améliorer. Et plus on va avancer et plus on va au final faire attention à des détails et essayer d'être encore meilleur, quoi. Est-ce que toi, tu penses que au fur et à mesure que tu écris, tes livres deviennent meilleurs? j'en suis persuadée parce que déjà on continue toujours à apprendre et à s'améliorer. Et moi j'adore ça. Enfin, je veux dire, quand je tombe sur des nouveaux livres de narratologie, je fais ouais, youpi, je vais regarder ce qu'il y a dedans ou sur le style. Enfin, il y a toujours moyen de faire mieux. Donc après voilà, sur les romans anciens, on va pas les reprendre 50 fois, hein, mais je sais que oui, chaque fois le prochain sera toujours meilleur que le précédent. Enfin, ce qui peut être frustrant parce qu'on se dit ah, si j'ai écrit ça avant, c'était pas bon. Mais, euh, mais voilà, on mûrit dans l'écriture, et c'est très Mm. bien. Et Oui, on fait pas toujours le même livre, donc ça c'est chouette aussi. oui, oui, ça, pardon. Je me demande si c'est plus vrai quand on est architecte ou jardinier. Je sais pas si ça, s'il y a un lien, le fait euh, d'écrire un livre qui se ressemble ou pas. Euh, Parce que c'est vrai que autant on peut faire des choses instinctivement quand on est auteur et Mm. voilà, on a du mal à maîtriser ça puisque c'est instinctif. Mais quand tu écris tout à l'avance, enfin, quand tu fais un, un squelette, une architecture, que tu fais un synopsis, que tu prévois ce qui va se passer, tu peux être tenté d'appliquer toujours la même structure à ce que tu fais. Donc ça, c'est vrai que peut-être, je dis peut-être parce que je ne me suis pas penchée pour l'analyser, mais s'il y a des gens qui ont un regard un peu plus général là-dessus, ce serait peut-être intéressant de se poser la question de savoir si, dans les auteurs qui ont beaucoup écrit, parce que je pense qu'on peut que se baser là-dessus sur des gens qui ont quand même une bibliographie assez développée,
est-ce que le fait de structurer son récit, ça pourrait avoir comme conséquence, quand on écrit beaucoup, de plus ou moins toujours refaire la même chose? Ça me pose question. Moi, je pense que même, enfin, justement, en étant architecte, comme on construit les choses, on peut un peu plus réfléchir pour pas retomber dans les mêmes structures. Quand tu es jardinier, tu vas être plus instinctif et tu peux plus facilement retomber dans tes travers, entre guillemets, ou dans tes habitudes, Ouais, oui, à c'est mon vrai. sens. Hein, mais C'est vrai, ouais, ouais. Effectivement, oui, c'est vrai aussi. Ouais. Ah là là, c'est compliqué tout ça, hein. L'écriture, c'est compliqué. Ah là là, donc oui. Donc effectivement, c'est très intéressant parce que il n'y a pas il n'y a pas de durée, comme ça, fixe sur combien de temps tu vas passer sur un premier jet. Est-ce que pour toi, toute la phase de réécriture et de correction, c'est-à-dire à partir du deuxième jet et puis potentiellement tous ceux qui suivent, euh, c'est quelque chose qui est agréable pour toi, ou ça fait partie des choses qui sont pénibles et difficiles? je dirais plus le temps passe, plus ça devient agréable. Au début, c'était, il fallait le faire. Sur mes premiers romans, mes premiers textes, comme je disais, c'était plus du peaufinage en fait qu'autre chose. Plus ça avance, plus je sens que ça aide à améliorer le texte, et donc c'est toujours positif parce qu'on se rend compte qu'on fait un travail meilleur. Puis selon les phases de relecture, je pense que tout le monde passe par ces moments où on se dit ah, j'ai écrit ça, c'est super bien ce que j'ai écrit, et les phases où oh là là, mais c'est nul, comment j'ai pu sortir ce truc-là. Et selon le moment où on en est de sa relecture, et enfin voilà, c'est la deuxième, la troisième, et de temps en temps, faut prendre un peu de distance par rapport à ça aussi. Oui, Mais j'aime assez bien les moments où on se dit oh, mais c'est génial, j'ai écrit un super passage là. Donc ça, c'est assez agréable, en fait. Et oui. puis on replonge dans l'histoire, et on relise tout, on replonge depuis le début, et on redécouvre des choses qu'on a un peu oubliées entre-temps, surtout quand le premier jet a mis longtemps à écrire. Hein. Mm. Et donc ça, c'est chouette aussi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, parce que, bon, on a tous quand même plus ou moins nos habitudes, est-ce que, enfin, combien de versions tu fais de ton texte en moyenne? Et est-ce que éventuellement t'as un record personnel? Est-ce que genre t'as un bouquin sur lequel t'as fait mais un nombre de versions complètement dément, quoi? Parce que il y a des auteurs, c'est Alors, vrai, qui ont des scores de fou. j'aurais beaucoup de mal à le dire parce que j'enregistre pas les différentes versions. Tu sais, il y a des gens qui vont mettre V1, V2, V3, machin. Ce que je ne fais pas. Donc c'est beaucoup plus difficile à quantifier le nombre de versions. Après, oui, non, je pense pas que je fasse partie des gens qui ont 17 versions d'un même titre. Hein. Honnêtement, j'allais en avoir 3 ou allez, ouais, Ouais, trois quatre peut-être quoi. 4. Je peux avoir plusieurs faux départs. Ouais, voilà. Je peux avoir plusieurs faux départs ou des trucs que je vais changer en cours de route et devoir réécrire toute la première partie. Mais je compte pas ça comme vraiment des versions différentes. Enfin, il n'y a pas non plus de grosses transformations. Enfin, si, je peux faire sauter des personnages parce que je me rends compte qu'ils sont inutiles. Mais tu sais, il y a des gens, ils vont vraiment tout réécrire et tout reformuler et refaire un puzzle avec l'histoire qu'ils ont construit. Et ça, je fais pas non plus. Donc, Ah, mais ça, c'est un chantier. chacun fait d'une manière différente, ouais. Mm. Ça, c'est un chantier de fou, moi. Ça me fait un petit peu peur, j'avoue, hein. L'idée de prendre ton texte et de faire une espèce de gigantesque puzzle avec et tout mélanger. Oh mon dieu, Non, mais quelle horreur. je crois pas que j'en serais capable. Hein. Honnêtement, je crois que c'était Betty Fischeli qui avait fait ça avec Chromatopia. Où elle avait proposé à des éditeurs et elle avait eu plusieurs fois le même nombre de retours et du coup elle était repartie de son manuscrit, elle avait tout dispatché ses chapitres autrement, elle avait tout et c'est assez hallucinant comme travail et non ça j'avoue que j'ai jamais poussé la version jusque là. Ouais, j'avoue, là, moi, c'est quelque chose qui me fait très, très, très peur. Et du coup, sur. Quand t'es à ce travail-là, parce que bon, du coup, il y a le travail où on va reformuler des choses, couper, rajouter, enlever des trucs, bref.
tout le travail de réécriture, de correction, Mm. quel est le moment où tu commences à en avoir plein le cul? Genre, genre tu l'as tellement relu que t'en as marre. T'en as ras-le-bol. Ça arrive à quel moment? En général, c'est vers le moment où justement on se dit non, mais c'est trop naze, ces personnages, ils me sortent par par tous les pores, je veux plus en entendre parler. Donc là, je me dis là, tu fais une pause, tu reposes ton bouquin dans un coin, euh, mais je peux pas dire au bout de combien de temps, parce que ça dépend, oui, de la longueur du texte, depuis combien de temps je le réécris. Et comme c'est vraiment très variable d'un texte à l'autre, euh, je te dis, ouais, Lettre du Kansas, le premier jet par exemple, il a fait un mois, mais j'ai eu 4-5 faux départs avant de trouver le ton que j'allais donner au texte et vraiment la manière dont j'allais le construire. Donc, et après, par contre, ça a filé tout seul et j'ai eu très peu de travail en réécriture derrière. Enfin, Hmm. c'est assez hallucinant ce texte. Et à quel Mais moment... Pardon, vas-y. il y a des choses comme ça. Il n'y a pas il y a pas de règle absolue pour tous les livres en fait chez moi. Hmm. Donc, ce serait trop facile. Mais Oui, ce serait trop facile. Non, non, mais c'est marrant parce qu'on le voit hein, pour tous les bouquins, pour tout le monde, ça se passe différemment. Mais à quel moment tu sens que t'as fini? ah, bah, il y a une espèce de moment où je crois qu'il y a juste après le ras-le-bol où on revient encore dessus, on se dit ah si c'est pas mal quand même. Et, euh, et qu'on se dit bon allez là de toute manière je peux plus rien en tirer de bon par moi-même. Donc soit on le passe en bêta lecture, soit on l'envoie à un éditeur, on le met entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que de nous-mêmes on sent qu'on n'a plus assez de recul pour pouvoir le faire. Ouais, c'est le Et moment où tu te dis je peux plus rien ni rajouter ni enlever à ce stade. ouais. Ouais, le moment où on sent qu'on n'arrive plus à le voir tel qu'il est réellement. En fait, c'est ça. On le Hmm. connaît tellement par cœur que qu'on a, ouais, on a plus de recul, on sait plus quoi, on sait plus ce qu'il y a dedans en fait. On sait trop ce qu'il y a dedans pour savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Si c'est clair, mais Bah, justement, oui, alors il y a ce truc ça assez fait bien effet qu'on le extraordinaire. fasse écrit, mais Mais il y a ce truc fabuleux que j'ai l'impression qu'on partage tous en tant qu'auteurs, c'est qu'il y a un moment, et on a beau les avoir écrits ces bouquins, mais il y a un moment où en fait on oublie tout ce qu'il y a dedans. Absolument tout. On va oublier comment s'appelle tel personnage, comment il était habillé. On va juste oublier des trucs et au final les lecteurs vont mieux savoir ce qu'il y a dedans que nous. ah mais oui. Bah, de toute manière, à un moment donné, le livre, une fois qu'il est entre les mains du lecteur, ça devient son histoire, hein. C'est, et c'est très marrant d'ailleurs quand tu rencontres les lecteurs, ils disent ah ouais, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Tu fais ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça dedans. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que il y a ce truc fou de se dire comment c'est possible alors qu'on l'a écrit d'avoir réussi à oublier ce qu'il y a dedans. Comment ça marche le cerveau, quoi. C'est complètement Et, fou. c'est de la protection psychologique, parce que si on gardait tout en tête, tous les détails et les heures qu'on a sué dessus, euh, on n'y arriverait plus. Je sais pas, Je c'est sais pas. comme un accouchement, si on se rappelait de tous les détails, on ferait plus d'enfants. Ah bah je Je confirme, sais hein, pas. moi, j'avoue, hein, un accouchement, ça m'a suffi, hein, plus jamais derrière. Hein. Derrière, j'ai dit hamster, cochon d'Inde, chat, chien, tortue, tout ce que tu veux, mais non. Alors que je continue à écrire des bouquins, donc c'est quand même moins pénible. Hein. Faut... Voilà, fallait le dire. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Non, 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 non. Non, j'adore ça écrire, hein, je veux pas dire que c'est pénible. Mais on sait que ça demande quand même beaucoup d'efforts, hein. C'était Amélie Nothomb qui disait écrire un roman, ça revient à parcourir un marathon. Donc voilà, Alors on se rend compte. Mais j'avoue que bon, euh, courir un marathon, c'est un truc qui me serait pas venu à l'idée. Je crois qu'on Mhm. va être honnête là-dessus. Euh, et je pense que je ne le ferai jamais. Mais c'est voilà. Mais ouais, mais je comprends ce qu'elle voulait dire. Il y a un côté vraiment épuisant. Je sais que euh, quand j'ai passé une demi-journée à travailler sur un projet,
Après, je suis vidée. Pas physiquement, bien sûr, hein, mais mon cerveau, c'est une éponge, enfin, essorée. Euh, Mm. voilà quoi. Et je pense que, bon, à moins d'avoir des capacités surhumaines, bon, il y a quand même un moment où, comme ça, je sais pas, mais après une session d'écriture, il y a une fatigue, quoi. Ah bah de toute manière, oui, parce qu'on est, le cerveau, il fonctionne bien bien. Puis en plus, enfin moi, j'ai vraiment cette impression de me connecter à autre chose quand j'écris, qui fait que quand tu reviens dans le monde réel, c'est un peu, hein, qu'est-ce qui se passe autour là? Et ça, c'est physique de passer d'un monde à l'autre quand même. Je veux dire, bon, les Ouais. mondes parallèles, c'est pas si reposant que ça. Donc voilà, Sliders en vrai. c'est ça. Et donc, du coup, donc toi, tu as une grande capacité de concentration. Du coup, j'imagine si tu es capable de te projeter comme ça autant. Tu fais, quand tu travailles, quand tu écris, est-ce que tu as une façon toujours la même de travailler ou pas du tout? Est-ce que tu vas te concentrer pendant des heures et puis voilà, tu te rends compte que pouf, faudrait peut-être manger? Ou au contraire, tu vas faire des petites sessions ici et là? Comment ça marche? Ça va dépendre du temps que j'ai, beaucoup. Euh, Après, voilà, il y a les conditions, je veux dire, idéales dans lesquelles je vais me positionner pour l'écriture. C'est-à-dire, je me mets dans mon bureau avec mon ordinateur, ma tasse de thé, ma petite musique. Et là, je vais écrire 1 heure ou deux, tranquillement, entre guillemets, sans être interrompu en tout cas. Et où je peux me concentrer et c'est bien. Mais ça peut aussi m'arriver d'écrire 20 minutes sur un coin de table avec les enfants qui regardent la télé à côté de moi et un casque sur les oreilles. Ça m'est arrivé d'écrire dans le train, comme ça a pu m'arriver d'écrire, passer un week-end d'écriture avec des potes auteurs et autrices et d'écrire toute la journée en s'interrompant que pour manger. Euh, voilà. Et chaque type de session d'écriture est aussi intéressante en fait. Enfin, je l'apprécie autant l'une que l'autre. Maintenant, je crois pas que je pourrais faire des week-ends, enfin des sessions où j'écris toute la journée, tous les jours. Parce que, comme Ça, tu dis, c'est c'est épuisant. Ah ouais, moi j'admire les gens enfin qui sont capables de ça. Moi j'en suis incapable, hein. Moi j'en suis incapable déjà quand je traduis toute la matinée. Mm. Arrivé à midi et demi, je suis rincée et très souvent l'après-midi je suis incapable d'écrire parce que ça m'a bouffé le cerveau et il faut que je fasse autre chose sur l'après-midi, il faut que j'ai une autre activité que l'écriture parce que je peux pas. Mon cerveau il est plus opérationnel en fait. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai qu'il faut. Enfin là, je revois, j'ai repris un boulot à plein temps. Le soir, j'arrive pas à écrire, quoi. C'est même pas la peine. Je sais pas comment font des auteurs des auteurs et des autrices qui vont écrire le soir après leur journée de boulot. J'ai pas l'énergie pour ça. Mais Clairement, ça c'est c'est pas dur. possible. Donc je te rejoins totalement là-dessus. Euh, Mais par contre, ouais, j'ai remarqué quand je faisais, tu vois, ces week-ends où tu écris toute la journée, il y a une espèce de moment où tu es sur un flow, en fait, vraiment. C'est-à-dire, tu pourrais continuer comme ça indéfiniment presque parce que tu as passé le cap de. Tu ressens plus la fatigue, tu ressens plus, tu es juste en train d'écrire. Et ça, c'est génial quand tu es dans le flow d'écriture, j'adore. Mais c'est vraiment, ouais, au début, faut se forcer un peu. Tu as toujours un moment, tiens, si j'allais grignoter, ou si j'allais prendre l'air, ou si. Bah, c'est comme tout, c'est-à-dire que déjà comme toute pratique artistique, il faut s'astreindre à une pratique déjà Mm, pour voilà, ne serait-ce que bah, garder cette pratique et pas perdre et voire même s'améliorer. Après, ben, s'astreindre à cette pratique, on le fait tous selon notre rythme personnel, hein. Voilà, il y a des gens qui vont écrire tous les jours, il y a des gens pas du tout, ils vont écrire ici, là, dans la semaine. Bon, enfin, chacun on a notre rythme en fait, mais c'est j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, mm. bref, euh, écrire toute la journée, moi je sais que je n'y arriverai pas. Écrire toute la journée, c'est un truc de fou pour moi. Ah Je ben, trouve. c'est intense, hein.
c'est Je, sûr. je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Déjà, parfois, écrire 20 minutes. Ah oui, oui, tu disais, parfois il faut s'astreindre, il faut s'y mettre. Oui, parce que c'est aussi un travail. C'est une passion, mais c'est aussi un travail. Si tu attends que l'inspiration arrive pour t'y mettre, tu peux attendre très 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 longtemps. Je pense qu'il Ah ben faut, oui. il faut la provoquer un petit peu, il faut aller la chercher. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris dans mes études. Je fais des études d'art. Et, euh, et un des premiers trucs qu'on t'apprend, c'est que si tu veux avoir des idées, il faut apprendre à ton cerveau à fonctionner. C'est pour pas employer le mot travailler, à fonctionner. Et donc, si tu veux pouvoir trouver plein d'idées, et ben voilà, il faut obliger ton cerveau à se mettre à la tâche et à trouver des solutions aux problèmes que tu as posés. Je pense que c'est ça en fait Oui, c'est ça. l'écriture, c'est tu poses des problèmes et maintenant tu vas devoir chercher des solutions. En fait, Bah, c'est ça, quand je parlais tout à l'heure des personnages qui se retrouvent bloqués dans une situation, il faut trouver les solutions pour les sortir de ouais, ces situations. c'est ça, Donc oui, il y a de ça. c'est ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut s'astreindre. Et du coup, le boulot de l'auteur, ça va être de se mettre devant son cahier, son ordi, ce que tu veux, et de dire bon bah voilà, maintenant, comment je fais pour arriver au point B. Je suis partie du point A, maintenant comment je fais pour arriver au point B et, euh, et il faut trouver la solution quoi. C'est comme, je sais pas, je me dis c'est comme ces gens qui travaillent à résoudre un problème mathématique, sauf que nous on travaille avec des mots et des phrases, mais à peu de choses près, Il y a j'ai un peu l'impression que ça, c'est hein. ça, ouais. Ouais. Mais On fait de la ouais. recherche, tu vois. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille en blouse blanche pour être Ouais, plus reconnu. En fait, on travaillerait en blouse blanche et là, de suite, on aurait l'air hyper sérieux. Non? ouais, c'est possible. On va faire des petits schémas sur des tableaux blancs et puis Ouais. Ah, voilà. ah attends. Des petits schémas sur des tableaux blancs. Moi, quand je vois le travail de préparation que font certains auteurs, c'est... Attention, ça ferait pas lire d'envie certains scientifiques, je crois. la Mais c'est team, vrai la que team ouais, Post-it et il y a du compagnie, boulot là. sur. Hein, les Catherine Loiseau, les Maria Giromalet, on vous voit, on sait qui vous êtes, hein. T'inquiète, ils sont invités, elles sont invitées, elles viendront se défendre. Voilà, on a pris des notes. Combat des scientifiques auteurs. Ah non, mais là, Catherine, elle a fait un post il y a pas longtemps, là, sur Instagram, où elle montre tous ses post-it. Moi, j'ai des vapeurs, hein. Moi, je me sens pas bien quand je vois ça. J'ai une angoisse qui monte, là. Pourtant, contrairement à toi, je suis pas à 100% jardinière. J'ai fait des trucs en mode j'y vais et puis on verra ce qui se passe. Mais je suis un peu un mix des deux. Je prévois un peu. Je prévois un peu. Je connais ma fin et avant de commencer, j'aime bien quand même connaître un minimum des péripéties je vais rencontrer en cours de route. Tu vois? Ouais, mais ça, je pense que tous les jardiniers ont un peu ça. Après, voilà, je te dis, je sais quelques passages qui ont traversé, c'est à peu près la fin, mais je ne me reste pas bloqué dessus. C'est-à-dire que bah, si finalement c'est pas ça qui se passe, bah, c'est pas ça qui se passe. Oui, ah oui, Donc, oui, oui, moi c'est pareil. Si jamais ça doit changer. Mais bon, je t'avouerai que jusqu'à présent, autant j'ai rencontré des. Ça a un peu zigué, un peu zagué, mais j'ai encore jamais eu à changer la fin. Ça m'est pas encore arrivé. Ça arrivera, je me dis mm. que ça arrivera. Ça arrive toujours, hein, ça arrivera. Mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est peut-être parce que de plus en plus, je me laisse des fins assez libres en fait, enfin, ouais, dans ma tête, hein, au préalable. Trop peut-être qui fait que du coup ça ouvre trop de possibilités, mais, mais qui en même temps fait des fins, on fait
C'est comme ça que ça finit. Ouais, Donc, non, mais moi je trouve ça. Moi je comprends très très bien l'intérêt et je trouve ça très chouette de d'écrire en se laissant surprendre par l'histoire parce que en fait tu te la racontes à toi-même au fur et à mesure et tu te mm. laisses porter par le truc et c'est ça qui fait que tu as envie de l'écrire au final, c'est que tu la découvres. Ah ben oui. Tu vois, moi, je pourrais pas. Enfin, je te dis, déjà, j'ai essayé de faire des scénarios à l'avance. Soit une fois que j'avais fait le scénario, bah c'est bon, quoi, l'histoire elle est racontée. Mais oui, J'ai plus envie de la faire. Soit je faisais juste le début, tu vois, genre les 10 premiers chapitres, histoire d'avoir une pointe de départ. Et au bout du deuxième, ça partait dans un sens totalement différent. ouais, Donc j'ai arrêté. Mais ouais, c'est vrai que si je raconte l'histoire avant, mais, pourquoi je vais la rajouter, quoi? Pourquoi je vais la raconter derrière? ouais. C'est pour rajouter du texte autour, ouais, ok, mais j'y vois moins d'intérêt. Oui, moi je suis complètement d'accord. Je le ressens tout à fait comme ça aussi, quoi. Ce qui est très difficile parce que euh, parfois j'aimerais pouvoir, tu vois, me dire, ah bah tiens, je vais tout prévoir mon plan de route, quoi. Et après, j'aurais plus qu'à écrire easy. Mais non, 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 mon cerveau il veut pas. Voilà, c'est tout. Il a pas envie. N'empêche, je sais pas comment tu fais du coup pour écrire des histoires comme Ravinger Hayward où il va avoir un aspect quand même policier important sans avoir de scénario. Pour moi, ça me dépasse. Bah, en fait, comme je te disais, j'en ai un, mais Mm. c'est très succinct. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une liste, j'ai ma liste de péripéties et j'ai ma fin. Et Ouais. j'ai ensuite, et je sais, c'est très clair dans ma tête, je sais qui intervient quand, quels sont les indices, comment ils les trouvent et où ça les amène. Ça, je le Ouais, c'est sais. quand même Je suis obligée parce que c'est du un bon policier. squelette déjà. C'est du Bah oui, policier, c'est donc ça. là, c'est plus. Si tu le fais sans, ce qui a été le cas sur le premier, je suis partie en mode YOLO, Mhm. mais total. Je savais quelle était ma fin, d'accord? Mais Ouais. honnêtement, je savais rien du tout de tout ce qui se passait au milieu. Rien, rien, je suis partie wouhou comme ça et voilà. Mais pour les suivants, j'ai quand même pris des notes. Je me suis dit bon, c'était quand même Showtime parce que j'ai eu plus de travail. Du coup, il y a eu des moments où je me disais mais attends, du coup si s'il y a ça, il faut qu'il y ait tel indice avant et nanana. Et je me suis rendu compte que bon, c'était quand même plus pratique si ce travail-là on le faisait avant. Mais mais après. Ça m'arrive de faire ce squelette-là et puis de dévier un petit peu. Ça m'arrive. Oui. Tu te laisses de la liberté quand même Ouais. dans la construction, quoi. Oui, puis Pour même dépasser de la construction, en fait. comme tu disais, parfois tu mets les personnages dans une situation, mais quand tu es sur le moment où tu l'écris, pouf, il se passe autre chose. Mm. Et ça Oui. m'arrive quand même. Et du coup, ben, à ce moment-là, c'est pas grave parce que je me rends compte que de toute façon, ma trame, elle est posée et que mes personnages ils sont quand même obligés d'aller dans ce sens-là et que même s'ils font un ou deux détours, ils y reviennent. Donc c'est peut-être aussi parce que je je me perds pas dans les détails quand je pose ma trame. Je mets vraiment que des trucs extrêmement essentiels. Oui. Donc ça me laisse quand même Oui, des gros beaucoup de jalons, quoi. marge. J'ai beaucoup de possibilités d'aller à droite à gauche et de changer des trucs. Voilà. Ouais, comme ça, tu trouves toujours du plaisir. Ah oui, mais moi je suis comme toi, c'est-à-dire si j'écris un synopsis vraiment précis, derrière, bah, je considère que c'est écrit. Mm. Voilà, merci, au revoir, c'est C'est plié. ça. Ouais, c'est compliqué, surtout qu'en plus, moi j'ai cette malédiction d'écrire très court. Enfin, je vais tout le temps à l'essentiel, je vais très peu fleurir autour. Là, je déteste le Mm. remplissage, donc je vais avoir une écriture extrêmement efficace dans le sens assez épuré, assez direct euh, dans ma trame. Donc, ben
ouais, moi si j'écris, j'en sais rien, il y a des auteurs qui écrivent 15 pages de synopsis. Si j'écris 15 pages de synopsis, bon bah pour moi c'est écrit, voilà, c'est... Voilà. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Ouais, j'écris un peu plus long que toi, mais j'écris pas non plus des pavés, donc je comprends aussi. On va vendre un service de scénario pour auteurs qui veulent juste le scénario, qui veulent écrire autour, qui veulent mettre du corps autour des scénarios. Ouais, ou je sais pas, ou alors moi je pense qu'il faut offrir un service aux auteurs qui écrivent trop et qui arrivent pas à couper. Parce que le nombre de gens qui me disent oh là là, mais comment tu fais pour écrire si court, je sais pas faire ça. Et moi de mon côté, je suis désespérée en mode mais comment tu fais pour écrire des textes aussi longs. Voilà. À mon avis, il y a un truc à faire là-dessus. Il y a des échanges à faire, quoi. Voilà, prochain atelier, on sait ce qu'on va proposer. Ah ouais, ouais, non, c'est Mais vrai que c'est terrible ça. C'est terrible. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, quelque chose que tu voulais dire, un point technique que j'ai pas abordé? oh bah non, après on peut parler tout l'après-midi, hein, mais Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ouais, non, malheureusement. Euh, du, oh, du coup, un mot de la fin. En guise de publicité, parle-nous un petit peu du dernier bouquin qui sort là. Vas-y. alors le dernier qui est sorti, pour le coup, c'était Lettres du Kansas, où c'était très particulier vu que c'était un roman épistolaire historique. Ouais. Donc ça sort totalement du registre de ce que j'ai fait d'habitude. Et c'est l'histoire de deux cousines qui échangent des lettres en 1870 aux États-Unis. D'où le titre, hein, Lettres du Kansas, ça dit assez bien les choses. Et il y a à côté rat des villes et rat des champs. Une est à la campagne, l'autre vit en ville. Et puis elles vont grandir en échangeant des lettres, en voyant l'actualité de leur pays, en tombant amoureuses ou pas, voilà, en vivant plein de choses que des jeunes filles et des jeunes femmes peuvent vivre à l'époque, avec ce qu'on leur laisse vivre aussi à Ouais. l'époque. Et ce qu'elles voudraient dépasser dans tout ça. Ouais. Et du coup, Love Inside, ça va sortir? Love Inside, non, il y a un moment qu'il est sorti celui-là. C'était ma comédie romantique qui est sortie après le confinement, Ah, après le premier pardon. confinement. Ah, je me suis Moi, tout mélangé les dates alors. Je me suis tout voilà. mélangé les dates. C'est ma faute. Donc, Lettre du Kansas, c'est le dernier sorti. Ouais, il est sorti en février, donc il Voilà, n'y a c'est celui pas de si cette longtemps que année. ça. Voilà, oui, oui, c'est Et, celui de cette année. et là, pour le moment, il n'y a pas de prochaine sortie prévue. Oh, Donc, et chaque chose en son temps. Ne nous voilà. précipitons pas là, voilà, pas d'urgence. Hum. Hein? Voilà. Mais tu as des projets sur le feu. Secret, on dira Oui, rien, voilà. oui, Chut. oui. Mais voilà, tu travailles sur des trucs. Voilà. Oui, bah oui. Oui, Ah, oui, toujours. donc Voilà. là, Une fois qu'on a mis c'est... le doigt dans l'étrier, Ah, c'est vrai, c'est terrible. C'est un engrenage sans fin. Donc c'est, voilà, mystère. Et juste, alors, sans nous dire de quoi ça parle, tout ça, t'en es où dans ton processus d'écriture, là? T'es encore sur le premier jet ou t'es sur le deuxième? T'en es où? alors là, je travaille sur le premier jet d'un roman et j'ai des romans terminés qui pourraient éventuellement sortir soit en édition, soit en auto-édition. Ça n'a pas encore été déterminé. Voilà. D'accord, donc là, il faut qu'on soit vigilant sur les mois qui viennent, c'est ça? Qu'on voit ce qui se Euh, passe. disons pas en 2023 à mon avis, parce que là il y Début a déjà eu, bah, voilà, en 2024. février, Mm. ouais, plutôt 2024. Ouais. Très bien, soyez vigilants. Voilà. Voilà, soyez sur le coup, les gens, dans 6 mois, dans 6, 7 mois, quelque chose comme ça. Hein, on regarde ce qui Ouais, se j'espère. passe. On regarde ce qui se passe sur les réseaux, là. On cherche le nom de Mélanie de Coster un peu partout pour savoir si... Hop, si ça bouge. Ça. S'il y a des nouvelles images qui apparaissent avec des couvertures de livres, c'est qu'il y a un truc qui se passe. Ouais, voilà, Rebecca, elle a activé le mode vigilance. C'est bien, c'est bien. Voilà, vigilance C'est sur... bien, Rebecca. voilà, mettez-vous comme ça des armes, des petits piou-piou là, comme ça. Et de toute façon, je te fais confiance. Tu nous tiendras au courant sur les réseaux. Tu diras, ouais, il y a ça qui sort et tout. Voilà, on compte sur En toi. général, ouais, je fais un peu la fête, je suis en mode de tout fou quand il y a un nouveau bouquin qui sort, donc Ah, on le fait ça tous. se verra. Ouais, non. Ouais. Alors, écoute, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour que tes projets se fassent sous la forme que tu as envie qu'ils prennent. Que ce Mm. soit en édition, en auto-édition, voilà.
Du courage et de l'énergie, parce qu'il en faut. Voilà, Mm. toutes les bonnes choses qu'on peut te souhaiter sur les projets en cours et à venir. Ah, Et, merci. et je pense que voilà, on est très Et curieux puis voilà. de voir ce qu'il y a à venir. Quels seront tes prochains projets édités? Grande curiosité, voilà. Donc tout ce que je peux dire pour donner un peu plus d'indices, c'est que les romans, que ce soit celui en cours d'écriture ou les terminés, on revient vers des univers plus dystopiques et fantastiques. Voilà. Ah, Donc, ça tease, ça tease. Bon, allez. Bien, bien, bien. Très bien, je suis très impatiente. Voilà, je veux savoir. Rebecca dit, oh, oui, oui, oui. Oui, oui, la dystopie, il faut le savoir, la dystopie est un genre que Mélanie a quand même bien travaillé déjà avec le contrat d'Oriane Gray et des bibliothécas. ouais, Voilà, c'est ça. jetez-y un œil. Euh, Petite préférence pour des bibliothécas pour ma part, mais c'est perso, ça parle de livres, bon voilà, il y a zéro En surprise. sachant que malheureusement, de Bibliothéca n'est plus trop disponible. Voilà, c'est un que j'essaye de replacer chez un éditeur, justement. Mais c'est ce qui le rend encore Mais meilleur, tu vois, voilà. Il est introuvable, laisse tomber, c'est le meilleur, voilà. Ah, c'est terrible. Pardon de faire de la pub pour un livre que vous pourrez peut-être pas trouver, j'en suis navrée, mais soyez vigilants parce que celui-là, j'espère qu'il sera repris. J'espère qu'il sera repris pour qu'il soit à nouveau disponible pour vous, oh, clairement. mais c'est gentil. Je suis contente qu'il t'ait plu, en tout cas. Oui, c'est un univers qui m'a beaucoup plu, j'avais lu la nouvelle aussi. Elle est toujours disponible, ta nouvelle La nouvelle, elle doit être toujours disponible, oui. Oui, oui. Ah, voilà. Alors, rappelle-moi le nom de la nouvelle. Oh là, la nouvelle, je me rappelle même plus. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure qu'on oublie, Secret, c'est un préquel. secret de quelque Euh, chose, hein. Je crois que ça s'appelle. Et c'est donc le préquel de Des Bibliothéca. ouais, Et le, le secret du bibliothécaire. Je voilà, sais tu vois, plus. c'est quelque chose comme Non, ça. Et ouais. c'est le secret de quelque chose. Et c'est disponible en s'abonnant à ta newsletter. C'était pas ça? Alors, on Je la sais trouve en plus. effet en s'abonnant à ma newsletter, on la trouve sur mon site. Je Voilà. crois qu'elle était disponible sur Amazon en téléchargement gratuit aussi à une époque. Mais sinon, oui, en s'abonnant à la newsletter, on a accès à une page spéciale abonnée avec plein de petites nouvelles et des petits textes comme ça. Voilà. Voilà les gens, abonnez-vous à la newsletter de Mélanie et téléchargez ce texte et comme ça vous aurez le préquel de Des Bibliothéca. Voilà mon conseil C'est de la ça. journée. Et comme ça vous pourrez passer un bon dimanche après-midi. Voilà, Oui, des petites nouvelles, ça se lit vite, c'est bien. Et voilà. bon, il y a aussi tes livres à toi. Oui, ouais, Il y a ton livre qui vient de sortir qu'il faudrait pas oublier non plus. oui, voilà, achetez le tome 4 de Ravensbury World. Voilà. Le tome 1, il était gratuit. Il est encore gratuit ou plus? Si, le tome 1 est gratuit sur Kobo. Voilà, le tome 1 est encore gratuit sur Kobo. Et si vous l'avez pas encore lu, allez-y. Il est très très bon aussi. Merci Il vous Mélanie. donnera faim, mais voilà. Ah Ça oui, va, ça ça va c'est y vrai. dégoûter à côté. Ça c'est vrai, je parle de bouffe moi. Ben, très bien, merci beaucoup Mélanie, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir accepté de venir et de discuter d'écriture et tout ça, tout ça. Et puis peut-être qu'on aura donc le plaisir de te faire revenir à un autre moment pour parler peut-être des nouveautés, tout ça, on verra. Je fais de gros bisous à tout le monde, merci d'avoir été là, merci Mélanie. Ben, merci à toi, merci à vous tous. Et puis voilà, c'était très très sympa. Bon début d'après-midi en réalité. Bon début d'après-midi, bonne fin de week-end, plein de les bisous. Je vous dis à la prochaine. On se voit jeudi, contrairement à ce que j'ai dit hier. On se voit le 20, ici sur Twitch avec Catherine Loiseau. Voilà, gros bisous à tout le monde. Salut, lisez bien!